Bonjour, c'est Denis Lapalu pour les Vendredis de l'épargne. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, ce sera le premier épisode d'une petite série euh, qui ne se suivront pas forcément de vendredi en vendredi, mais qui concerne la gestion des risques. Donc comme c'est un vaste sujet, il est clair que plusieurs épisodes seront nécessaires pour traiter ce thème. Alors, toujours dans ma volonté de lutter contre les idées reçues et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je souhaite aborder avec vous ce fameux SRI. Alors, SRI, vous connaissez sans doute, c'est le petit indicateur d'une échelle de 1 à 7 que vous retrouvez dans tous les documents d'information client dès lors que vous choisissez un placement financier. Et bien justement, parlons-en, puisque beaucoup d'entre vous, je pense encore, croient qu'il s'agit d'un indicateur de risque. Or, évidemment, il n'en est rien. Et on va voir le détail. Mettons donc nos lunettes. Allons-y. Alors, gestion des risques. Premier épisode sur une petite série de 10. On va évoquer la notion de volatilité historique. Qu'est-ce à quoi ça sert? Le SRI ou SRI, ça dépend des dénominations, une échelle de 1 à 7 avec l'idée reçue que niveau 1 c'est le moins risqué et le 7 c'est le plus risqué. C'est ce qu'on vous indique partout et pourtant on verra que c'est une indication qui peut être trompeuse et je vous citerai un exemple mais il y en a des tonnes et on verra donc, c'est bien beau de critiquer toujours, mais qu'est-ce qu'il faudra utiliser plutôt comme indicateur de risque et puis comment mesurer son exposition au risque. Alors, je ne vais pas tout traiter là aujourd'hui en détail, mais déjà avancer les pions pour préparer la suite. Alors, allons-y. La volatilité historique. Le petit SRI que vous voyez sur l'échelle de 1 à 7 se base sur la volatilité historique. Alors, volatilité historique. Donc, déjà, le terme historique, ça veut dire que ça appartient au passé. Donc, ça ne concerne pas le futur. Donc, si vous regardez un actif financier sur lequel vous souhaitez investir et vous regardez les données du passé, euh, vous le savez, c'est écrit partout en noir sur blanc, vous connaissez la phrase par cœur. Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. Donc, regarder le passé pour avoir une vue sur l'avenir ne sert strictement à rien et au contraire induit en erreur. Donc, un exemple, bon, avec le CAC 40 GR, donc vous le savez, le CAC 40 utilisé par les professionnels de la finance n'est pas l'indice CAC 40 que l'on évoque sur les médias mainstream, mais c'est l'indice CAC 40 avec les revenus des dividendes inclus. Donc CAC 40 GR, d'accord, qui cote, donc là on est au mois d'août, 25 611, alors que le CAC 40 sans dividendes réinvestis tourne autour des 8000 euros, des 8000, pas euros, 8000 points, c'est un indice, hein, un indice boursier, autour des 8000, un peu en dessous. Et les variations du CAC 40 annuellement, bah voilà, ça donne des petites choses comme ça. Ça peut varier de 12% en un jour, comme c'est arrivé lors de la crise Covid, à des pas grand-chose, à des 0% par jour pendant quelques jours d'affilée. Donc ce qui veut dire que comment on fait pour mesurer la volatilité historique? On va simplement regarder de combien a varié chacun des jours l'indice CAC 40 et puis s'en faire une petite moyenne sur l'ensemble de l'année pour en déduire historiquement de combien potentiellement peut varier l'indice CAC 40 par rapport à ce qui s'est passé. Or, donc le passé ne préjuge en rien de l'avenir. Et donc s'appuyer sur le passé pour dire que bah, finalement, comme ça fait 10 ans que le CAC 40 tourne autour de 12% de volatilité, bah, on va dire que ça va tourner autour de 12%. Bah, c'est évidemment faux, ça a toutes les chances d'être faux, et ça va l'être, puisque ça c'est le passé, et ce à quoi il faudrait s'intéresser, c'est plutôt l'avenir. Et donc, on ne va pas utiliser une volatilité historique hein,
Les professionnels n'utilisent pas la volatilité historique, mais la volatilité implicite, c'est-à-dire prévue à l'avenir, en se basant sur des produits financiers optionnels notamment. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la vraie projection dans le futur, c'est la volatilité implicite et non pas historique. Et pourquoi ça me pose un souci? Parce que de nombreux épargnants se basent sur le SRI, qu'ils voient dans le document information client, pour choisir leur support. Et ils voient des supports avec un série de 1 ou 2 ou 3, et ils disent, bon, bah, c'est pas très risqué, je peux y aller. Sauf que, bah, voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Alors, SRI, juste pour revenir, comment il est défini cette échelle de 1 à 7, elle se base uniquement sur la volatilité historique, je vais y arriver. Et en fait, c'est pas comment dire, c'est pas une volonté d'induire en erreur les investisseurs, tout ce que fait les autorités de contrôle en imposant ce SRI à tout le monde. C'est juste qu'ils ont voulu simplifier à outrance les choses et puis surtout pouvoir adapter cette échelle de 1 à 7 à tous les produits financiers. Parce qu'il n'y a pas des produits, financiers optionnels, par exemple sur la SCPI, ça n'existe pas. On peut avoir une vue, on peut avoir des avis, etc. Mais il n'y a pas de marché d'options sur SCPI, les supports immobiliers en carte papier. Donc, en fait, ils se sont dit, bon bah tant pis, on va prendre la volatilité historique, on sera bon dans 80% des cas, et puis tant pis pour les 20%. Sauf que quand il y a une crise, bah forcément, quand il y a un problème, la crise de l'immobilier par exemple, les CPI qui dévissent, les CI qui partent à la cave, bah, au final, l'échelle de risque SRI ne correspond absolument à rien. Donc le 1, pour revenir à ce fameux SRI ou SRRI, une vol très faible, inférieure à 0,5%, on va lui coller un 1, et puis ainsi de suite, vous voyez la correspondance. À titre d'exemple, un ETF sur les actions, PEA MSI World, l'ETF le plus connu par les particuliers investisseurs, puisque tout le monde en raffole, il paraît. Donc, un SRI, en fait, une échelle de risque de 4 sur 7. Donc, 4, ça veut dire que la volatilité oscille entre 5 et à moins de 10%. Ok ? Donc, ça veut dire que globalement, si c'était vrai, bah, chaque année, l'indice MSI World n'évoluerait pas, ne varierait pas de plus de 5 à 10% par an. Donc, déjà, bon, petite remarque, mais ceux qui escomptent faire 15% sur cet indice par an, donc devraient se poser la question, pourquoi j'ai qu'un niveau 4 au niveau du SRI, je devrais être à 6. Mais bon, laissons comme ça. Ok ? Donc, ce qui se passe, donc là, un indice ETF action, c'est 4. Maintenant, je prends un support immobilier qui a fait jaser de nombreux épargnants. La SCI Capimo, donc c'est de la pierre papier. SCI, c'est un support immobilier qu'on met généralement en assurance vie. Son échelle de risque, elle était de 2 sur 7. Donc 2 sur 7 donc en 2023. Donc 2 sur 7, c'est-à-dire que elle varie. Le cours de la SCI varie de moins de 2%. Ok ? D'accord ? Bon, vous savez probablement ce qui s'est passé. Crise immobilière en 2023 sur le marché des immobiliers d'entreprise. La SCI a dévissé de 11,55%. Ok ? Bon, donc déjà l'échelle de risque est complètement foireuse. Mais c'est pas tout, puisque là, donc en 2023, son échelle de risque était 2. En début 2024, cette échelle de risque qui est réévaluée tous les 6 mois est passée à 3. Manque de bol, 2024, moins 13,59%. Ok, regamelle. Donc moins 13,59%, normalement, on devrait être sur du 5. C'est-à-dire que pour un support immobilier, entre guillemets, on devrait être plus
davantage risqué que d'investir pas levier, il n'y a pas de levier, mais full gaz sur indice action, sur les marchés actions. D'accord? Un support immobilier donc, qui est dans l'imaginaire des investisseurs est plutôt un produit sécurisé. L'immobilier, ça bouge pas trop normalement. Et bien là, ça bouge beaucoup plus qu'un indice action. Donc l'échelle de risque ici était complètement foireuse. Elle aurait dû être de 5 et donc pas de 3 en début 2025. Elle est toujours à 3. Ok? Et là, on revient sur un truc. Donc vous me direz, oui, mais c'est un incident de parcours, une crise, on ne peut pas prévoir et tout. Ben oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que l'indice de risque, il sert vraiment à rien. Puisque on ne m'a pas indiqué avant que je pouvais paumer donc 11, 25, bon allez, je vous le fais à 27, 28% en 2 ans. Donc, eh bien, c'est pas un indice de risque, ça, c'est rien en fait. Ça sert à rien. Parce que si c'est pour se corriger 6 mois après pour évaluer le truc, c'est bon. Là, je sais que maintenant, les supports immobiliers comme ça, c'est très risqué. Ok? Donc, les professionnels, évidemment, ne gèrent pas les risques comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le SRI n'est pas un indicateur de risque, c'est un indicateur de volatilité historique. Ça veut juste dire comment, et encore, dans le lointain passé, comment s'est comporté ce support. Mais ça évolue en rien. C'est pas une évaluation du risque. Donc comment ça s'évalue le risque? Le risque, ça s'évalue tout simplement en faisant varier les variables qui constituent la valorisation du portefeuille. Par exemple, si vous êtes investi sur un produit de taux, eh bien, les professionnels en salle des marchés, ils font varier les taux de, par exemple, 10 points de base et ils calculent combien ça fait de plus ou moins value sur leur portefeuille. Tout ça, c'est des mathématiques financières. Tout ça, ça se calcule et on peut le faire sur n'importe quel produit financier. Mais c'est très complexe. Il faut des outils pour ça. Et c'est bien pour ça que l'indicateur de risque pour les particuliers, eh bien, ça n'existe pas. Et tout ce qui est censé évaluer le risque via la vol historique, de toute façon, c'est mauvais départ puisque ça ne sert à rien. Par contre, il existe évidemment des produits financiers dont le risque peut être facilement calculé, tous les produits optionnels, etc. Puisque là on parle de volatilité implicite. Et voilà. Donc c'était juste le point que je voulais mettre en lumière. Et donc là-dessus, ça amène à gérer ses limites. Typiquement, quand cette SCI commençait à baisser de 5% en cours d'année, oh là là, ça s'affole. Personnellement, moi je sors tout de suite dès que ça perd plus de 5%. Et j'ai bien fait sur Capimo. Puisque ceux qui ont attendu en disant oui mais c'est pas grave, c'est vraiment c'est un bon support primonial, ex-primonial maintenant primarial, et c'est vraiment une bonne société, ils ont des tonnes de supports immobiliers, tout va marcher bien, on va rester, on fait confiance, et ben voilà, rebelote, et puis finalement en 2024 ils disent non mais là j'en peux plus, j'ai trop perdu, j'ai perdu plus de 20% sur ce support, je veux quitter, eh ben, manque de bol, c'est embouteillage parce qu'il y a déjà des tonnes d'épargnants qui ont voulu quitter le support et puis on n'arrive pas à liquider les positions. Donc voilà, ça c'est gérer ses risques. Les risques de liquidité sur tous les supports immobiliers. Si ça commence à décaler, c'est pas la peine d'attendre, on sort. Pof. Surtout sur de la SCI. Sur la SCPI, c'est bien plus compliqué. Donc tout ce que j'ai raconté là pour la SCI Capimo, c'est valable pour toutes les SCPI que l'on nous présente en France. Elles ont toutes, regardé, les CRI, c'est entre 2 et 3, mais c'est n'importe quoi, puisqu'il y a une quinzaine de CPI qui ont dévissé, qui ont perdu 8% sur l'année en 2023, 2024. Voilà, donc ça colle pas du tout au truc. Voilà, petit éclairage sur le sujet. La gestion des risques, c'est un vrai gros sujet assez large, et donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, j'y reviendrai. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Pas trop de dépression sur la série. Et à bientôt. Allez,
Prenez soin de vous. Bye.